Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique statistique, sur la thermodynamique, et nous sommes maintenant dans la physique statistique. Et nous allons voir de plus près le lien microscopique-macroscopique. Alors pour ça, classons d'abord les particules en fonction de leur énergie, avec N1 particules d'énergie epsilon 1, N2 particules d'énergie epsilon 2, etc. Et plus généralement, Ni particules d'énergie epsilon I, où I est un indice qui vaut 1, 2, 3, 4, etc. Ce découpage en différentes énergies n'est pas problématique dans la mesure où la mécanique quantique dit que l'énergie des particules est quantifiée et prend des valeurs bien définies, epsilon 1, epsilon 2, etc. À la limite, dans le cas classique, on peut toujours découper en petites tranches d'énergie. Le nombre total de particules est simplement la somme du nombre de particules de chacune de ces catégories. Et donc, le nombre total de particules, c'est simplement la somme des Ni. On peut relier directement cette valeur à la quantité de matière, qu'on mesure en mol, simplement en divisant grand M par le nombre d'Avogadro. Et si la masse d'une particule est petit m, alors la masse totale est simplement mm. Et connaissant le volume dans lequel on a mis la substance, le gaz, on a alors automatiquement la densité de gaz dans l'enceinte. Pour un système fermé, cette valeur est connue, bien définie, et elle est constante. Elle sert donc de contrainte pour les valeurs de Ni. Si N1 particules ont l'énergie epsilon 1, alors leur énergie totale est tout simplement le produit N1 epsilon 1. Et de même pour les autres énergies, l'énergie des particules d'énergie epsilon 2, l'énergie totale, c'est N2 fois epsilon 2, etc., etc. Et en faisant la somme totale, on retrouve donc l'énergie totale, c'est-à-dire l'énergie interne du gaz, qui devient alors tout simplement U égale somme de Ni epsilon I. C'est donc très simple. Pour un système isolé, cette valeur aussi est également une constante et peut être imposée. On cherche ensuite à trouver l'état le plus favorable, l'état macroscopique le plus favorable. Pour cela, on va exprimer W, grand W, en fonction de différentes variables, ce qui donne différentes expressions où interviennent les variables telles que la température, dont nous avons parlé, l'entropie, on va en parler, etc. À partir de là, il ne faut plus que quelques calculs, pas très difficiles, pour trouver toutes les relations thermodynamiques. Notons, par exemple, que les relations entre l'énergie interne et la température que nous avons vue permettent de faire directement le lien avec la chaleur spécifique, puisque si on connaît les expressions, on peut calculer la variation d'une température qui résulte d'une variation de l'énergie interne, c'est-à-dire de la chaleur qui est apportée ou extraite, et qui donc fois C, la chaleur spécifique. Comment estimer la valeur de W? Voyons cela un peu plus en détail. Alors, d'abord, un petit aspect lié à la mécanique quantique. Des particules identiques et non localisées, elles n'ont pas un endroit précis, comme dans le cas d'un gaz, parce que tout se mélange constamment, sont
indiscernable. C'est un principe de la mécanique quantique sur lequel nous reviendrons, on en reparlera. En effet, si en mécanique classique, on peut parler de la trajectoire d'une particule, une ligne bien définie, ce n'est plus vrai en mécanique quantique en raison du principe d'incertitude, qui est un des principes de la mécanique quantique, qui interdit de localiser avec une précision infinie une particule et de connaître simultanément sa vitesse avec une précision infinie. Un des deux est forcément flou. Et donc, on n'a pas de valeur précise. C'est particulièrement vrai si on classe en fonction d'énergie précise. Dans ce cas-là, la position est vraiment quelconque. Donc la particule n'est pas du tout localisée. Si on considère une assemblée de particules identiques, vraiment identiques, au sens de la mécanique quantique, deux électrons, deux atomes, il n'y a rien qui ressemble l'un plus à l'autre. Un atome d'hydrogène et un autre atome d'hydrogène sont identiques à tout point de vue. On ne peut donc pas suivre les mouvements individuels, puisque ces particules sont vraiment identiques et elles sont partout. Et donc, comment savoir que l'une est l'autre? C'est en cela que les particules identiques sont, en mécanique quantique, indiscernables. Il s'agit réellement d'une indiscernabilité forte. Il n'y a vraiment pas de distinction. C'est pas une inconnue, on ne sait pas quelle particule est l'une ou l'autre, mais elles sont vraiment, vraiment indiscernables. Cela a pour conséquence qu'en échangeant les grandeurs microscopiques relatives à deux particules, donc tous les paramètres décrivant ces particules, on obtient le même état quantique. C'est la même situation et rien de changé. Il n'y a en fait qu'un seul état. Et donc, là, c'est une indiscernabilité très forte qui d'ailleurs n'a pas d'équivalent classique. Si j'ai deux chaises même identiques, même si je n'arrive pas à les distinguer parce qu'elles sont vraiment identiques, en réalité, il y a toujours des petites différences. Et en plus, en physique classique, on sait toujours dire exactement où est une chaise. Et on ne risque pas de dire, ah mais non, c'est l'autre, en fait. Non, mais non, toujours à un endroit bien précis. Mécanique quantique, ce n'est plus vrai. Il s'ensuit que pour décrire l'état microscopique d'un gaz, qui est composé de grands tas de particules, des particules identiques, il faut et il suffit que l'on se donne l'ensemble des nombres N1, N2, Nj d'énergie des particules dans leur état microscopique quantique ou qualifiées de cellules d'énergie epsilon 1, epsilon 2, epsilon j. Donc chacun formant une cellule. N1 particules dans la cellule epsilon 1, N2 particules dans la cellule epsilon 2, epsilon j, etc. Et on a besoin de rien d'autre. Pas besoin de dire leur position, elles sont partout. Pas besoin de dire si c'est telle ou telle particule qui est dans telle ou telle cellule, elles sont indiscernables. Et donc ce découpage, c'est exactement celui que nous avions fait plus haut. C'est vraiment la même chose. L'expression statistique des grandeurs macroscopiques dépend de ces nombres. On vient de voir par exemple l'exemple du nombre total de particules et de l'énergie interne. Lorsqu'on considère un gaz contenu dans un récipient fermé et isolé, ses grandeurs N et U sont déterminées et les seuls états microscopiques qui sont accessibles sont ceux qui vérifient ces contraintes. Il n'y a qu'à compter.
Notons, et ça est un point important, que nous considérons des systèmes où le nombre de particules est très très grand, de l'ordre du nombre d'Avogadro. Il est donc hors de question de déterminer expérimentalement l'état microscopique d'un système en raison du nombre extrêmement élevé de paramètres et de la fréquence extrêmement élevée du changement d'état microscopique qui sont dus au choc. De plus, il est impossible de mettre en évidence des transitions entre deux états quantiques très voisins, c'est-à-dire dont les énergies sont plus petites qu'une certaine quantité, parce que ça ne serait pas mesurable. Bon, elle est très faible, hein. Elle est de l'ordre de 10 exposant moins 30 joules, donc c'est minuscule, hein. Mais voilà, si c'est très proche, on ne peut pas discerner, on ne peut pas le mesurer. Voilà donc, la scène de théâtre est posée, on connaît nos contraintes, et donc on va voir comment on procède, on continue, on verra les conséquences de ça, et on continuera l'analyse de cette partie-ci dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.